Lausanne, New York, un podcast féministe des deux côtés de l'Atlantique. Salut Mélo! Salut Amy, comment tu vas? Oui, bien, et toi? On est enfin réunis Oui, enfin! pour la deuxième fois de notre vie. Seulement, hein? Ouais. C'était ce qu'on se disait avant, on s'est vu que 2 fois. Ouais, Après, en comptant aujourd'hui. dont aujourd'hui. Voilà, oui. Mais bon, nous voilà réunis pour un nouvel épisode. On a choisi un thème super joyeux, Mhm. à quelques jours des fêtes pour nous. Exactement, ouais. D'ailleurs, on enregistre le 17 décembre, donc on peut voir la décoration de Noël encore. C'est si joli. Ouais. C'est si joli. Tu as même des livres, hein? Voilà, ce qui... si vous avez la blague... Si vous avez la rêve. Si vous avez la rêve, vous comprendrez. Non, on a préparé un sujet sympathique. Un sujet sympa, on va parler du Scum Manifesto aujourd'hui. Quand on discutait les deux, parce qu'on fait des brainstorming pour savoir quel sujet on veut traiter, et puis j'avais dit à Amy que j'avais bien envie de parler du Scum Manifesto, et voilà. Et voilà. Alors on l'a lu les deux, on n'a pas pensé la même chose, Non. mais avant d'attaquer nos avis qui divergent, je voulais juste donner une petite biographie rapide, et puis parler un petit peu du livre, si comme moi vous ne l'aviez ou ne l'avez pas lu. Donc Valérie Solanas, c'est une Américaine qui est née en 1936 dans le New Jersey. Elle a eu un début de vie... elle a eu une vie pas facile et ça avait déjà mal commencé, je vais dire ça comme ça. Elle a été abusée sexuellement par son père, probablement également par son beau-père, en tout cas qu'elle détestait. Enfant, elle avait déjà un caractère bien trempé. Elle écrivait des insultes pour ses petits camarades de classe dans la cour d'école, qu'elle faisait d'ailleurs payer. Elle les faisait payer un dime, c'est 10 cents. Donc pour inventer des insultes qu'ils puissent réutiliser. Et puis, il y a aussi une anecdote qui raconte qu'elle aurait frappé un garçon de sa classe parce qu'il harcelait une fille qui n'était pas en mesure de se défendre. À l'adolescence, ses parents l'ont envoyée vivre chez ses grands-parents parce qu'elle était vraiment devenue trop difficile à gérer. Ça s'est pas très bien passé, son grand-père l'a battue, etc. Donc ensuite, elle est partie. Et puis à 17 ans, elle a eu un fils avec un marin qui était marié, qu'elle a ensuite donné à l'adoption et qu'elle n'a plus jamais revu. Elle a fait quelques années d'université également, mais elle a laissé tomber assez rapidement. Et par contre, la petite anecdote, c'est qu'à Berkeley College, donc l'université où elle avait été, elle avait créé une libre antenne qui s'appelait « Comment combattre les hommes ». Ça commençait bien. Ça commençait bien, ouais. Donc justement, après ça, elle part à New York, où là, le peu d'argent qu'elle gagne, en fait, elle le gagne en se prostituant. Et quand elle a écrit le Scum Manifesto, elle le vendait plus cher aux hommes. Elle le vendait 5$ aux hommes et 1$ aux femmes. Et il y a aussi une petite anecdote qu'on a lue dans une interview de Lorraine Bastide où Valérie Solanas, elle se tenait debout dans les rues de New York et elle avait une pancarte à la main et dessus c'était écrit 1$ pour un mot sale. Et des hommes, ils passaient devant elle et ils lui donnaient 1$ en espérant entendre un truc forcément un peu sexuel. Mais une fois qu'elle avait le dollar en poche, elle se met à leur dire « homme, homme, homme ». Je me demande s'ils comprenaient à l'époque ou s'ils pensaient juste qu'elle était timbrée, en fait, tu sais. À ce stade-là de nos vies, on comprend l'ironie, mais je sais pas, à l'époque, dans les années 60, je suis pas sûre. Ouais, je sais pas, mais je trouve qu'on reconnaît un peu son humour, là, déjà. Ouais, non, tout à fait. Donc en 67, elle est à New York, elle rencontre Andy Warhol, et elle lui confie le manuscrit d'une pièce qu'elle avait écrite qui s'appelait Up Your Ass, qui se traduit par Dans ton cul. En espérant en fait simplement qu'il va la produire en fait. À ce moment-là, Andy Warhol il faisait pas mal de production en plus de son art. Ouais. Et en fait, Andy Warhol perd cette pièce. Donc c'était sa seule copie. Ouais. Donc forcément, voilà. Les relations sont devenues un petit peu tendues. Et puis il y a eu aussi plusieurs histoires. Il l'a fait tourner dans des films. Il la payait pas très bien. Enfin, je vais en parler dans quelques instants. Mais Andy Warhol, c'était pas quelqu'un de forcément très bien. Ouais. Et en 68, elle se rend à The Factory à New York, donc le studio de Warhol, et elle lui tire dessus. Donc elle va pas le tuer, mais elle va pas mal le blesser. Et en fait, en préparant cet épisode, donc moi je le répète, j'avais entendu son nom, mais vraiment comme ça, j'avais jamais lu le livre. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte en fait à quel point tout ce que tu trouves sur Valérie Solanas, que ce soit en français ou en anglais, tourne en fait autour d'Andy Warhol. Alors, je peux bien comprendre qu'elle aurait sûrement été moins connue si elle n'avait pas tiré sur lui. Parce qu'elle a failli le tuer, hein. Elle a failli le tuer, ouais. Il est tombé dans le coma, hein, il me semble. Hein. Oui, je crois. En fait, il lui a tiré 3 fois dessus. Et puis, il y a une balle qui lui a traversé la rate, le foie, les poumons, enfin voilà. Ouais. Mais en fait, ce qui m'a un peu choquée, j'ai écouté par exemple un podcast de France Culture c'était un très très bon podcast, hein, mais au sujet de Valérie Solanas, 2 épisodes. Le premier, c'était autour d'Andy Warhol.
Tout autour d'Andy Warhol, en fait. Et si je comprends le pourquoi, on va dire, je trouve que c'est aussi donner beaucoup de crédit à cette personne. En fait, il le fait vraiment passer comme, en général, dans les médias, comme la victime qui s'est fait tirer dessus, etc. Alors qu'en fait, Andy Warhol, comme je disais, donc il l'a fait tourner dans des films, etc. Et juste pour situer un petit peu le genre de gars, Andy Warhol, il a créé un film qui est disponible sur YouTube. Alors, c'est un vieux film, je crois qu'il date de 68, qui s'appelle I, a Man, donc moi, un homme. Et en fait, c'est l'histoire d'un type qui couche avec 8 femmes, dont Valérie Solanas, qui avait un petit rôle là-dedans pour lequel elle avait été payée au lance-pierre. Et en fait, ce film, c'est la réponse à un film qui s'appelle I, a Woman, donc moi, une femme, qui était un film de 1965, un film danois-suédois, où en fait, c'est l'histoire d'une femme fiancée qui laisse tomber son fiancé et qui découvre en fait une forme de liberté sexuelle avec plusieurs partenaires. Et moi, je trouve vraiment que... si tu prends cet exemple-là parmi tant d'autres, mais Warhol, c'était vraiment le typique, la petite masculinité fragile, quoi. Tu vois, il aime pas trop que des femmes elles puissent se libérer sexuellement, etc. Donc il fait un film pour contrer ça, en fait. Ouais. Et je me suis vraiment rendu compte justement à quel point tout le monde parle de Warhol quand on parle de Solanas. Et ça me fait aussi penser à ce concept dans les médias où c'est souvent la femme de... Tu sais, quand tu parles d'une femme même connue, c'est la femme de machin, la femme de truc. Et en fait, je trouve que... nous, on va arrêter de parler de Warhol ici, maintenant. On vous a juste donné le contexte. Moi, c'est vraiment pour moi le concept de... elle a écrit des livres, elle a fait des études. Je veux dire, elle a fait quand même des choses qui étaient assez grandes. Et je trouve qu'il y a d'autres choses à raconter que seulement ces épisodes de 1968 autour de Warhol, quoi. Voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Et puis justement, avant de passer à l'analyse, au livre et tout, comme on a pu le voir dans la biographie, là, on voit aussi pour comprendre comment elle en vient à écrire quelque chose comme ça, c'est une femme qui a subi les violences masculines toute sa vie, en fait. Depuis sa naissance, depuis son enfance jusqu'à... mais à l'âge adulte, où elle se prostituait, elle a vraiment vécu les violences masculines tout au long de sa vie et voilà. Ouais. Je trouve que c'était important aussi. Oui, tout à fait. Puis ça donne un contexte aussi. Ça donne un contexte, ouais. Donc, alors, le Scum Manifesto, en fait, c'est un pamphlet. La définition de pamphlet, selon le Larousse, c'est petit écrit en prose au ton polémique, violent et agressif. Ça va bien. Et oui, je crois que c'est tout à fait ça. Ça va bien. Donc, dans ce texte, Valérie Solanas, elle dénonce non seulement le fonctionnement de la société patriarcale et capitaliste, mais elle démontre aussi à quel point les hommes sont responsables de la société telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. On va en parler, mais c'est toujours vachement d'actualité. Exactement, ouais. Donc il y a tout qui y passe. Elle questionne notre rapport au travail, le rôle des institutions et de l'autorité, la religion, l'art, mais aussi les comportements individuels, en abordant par exemple le mariage, la vie en banlieue, les rôles des pères et des mères. Et et durant tout le livre, elle critique abondamment les hommes, leur comportement et leur personnalité. Et à la fin de l'ouvrage, elle propose une solution pour... tout un tas de solutions, en fait, pour renverser le patriarcat et le capitalisme. Elles ne sont pas toutes forcément faciles à appliquer, mais non. On va y arriver. Juste Scum... alors, on a lu de droite et de gauche que Scum, S-C-U-M, ça pourrait vouloir dire Society to Cut Up Men, donc la société pour émasculer les hommes. Association pour couper les hommes, pour tailler les hommes en pièces. Voilà. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit en français. Mais j'ai aussi lu à plusieurs endroits que c'était pas forcément l'intention de l'autrice. Donc voilà. Scum en anglais, c'est l'écume, la mousse, la boue, c'est la couche de saleté qui flotte à la surface de l'eau. Et en fait, Scum, dans le contexte, et là je la cite dans le livre, elle dit: les scums sont des filles à l'aise, plutôt cérébrales et tout près d'être asexuées, débarrassées des convenances, de la gentillesse, de la discrétion, de l'opinion publique, de la morale, du respect des trous du cul, toujours surchauffées, pétant le feu, sales et abjectes. Les scums déferlent. Elles ont tout vu, tout le machin, baise et compagnie, susbite et suscon. Elles ont été à voile et à vapeur. Elles ont fait tous les ports et se sont fait tous les ports. Donc port TS et port CS. Et puis elle dit encore: il faut avoir pas mal baisé pour devenir anti-baise, et les scums sont passés par tout ça. Maintenant, elles veulent du nouveau. Elles veulent sortir de la fange, scum, bouger, décoller, sombrer dans les hauteurs. C'est les mauvaises filles, les laisser pour compte. Exactement. Et tu vois, c'est marrant là, parce que ça me fait penser, elles se sont fait tous les ports, elles ont fait tous les ports, ils se sont fait tous les ports.
Et tu vois, c'est quand même marrant, avec Balance ton porc. Ouais. Enfin, tu vois, quand même, enfin, Oui. ça, on va le dire Ouais. plusieurs fois, mais il a été écrit en 67 67. Ouais, 67, et il est hyper actuel, en fait. Ouais. Et ce qui est marrant aussi, c'est un truc qu'on entend souvent dans les discours des masculins, tu sais, c'est genre, ah mais balance ton porc, elles exagèrent un peu, porc c'est quand même un peu fort, etc. Et en fait, on remarque que, dans les années 60, non mais rien ne s'invente finalement. Et je trouve que c'est intéressant que déjà en 67, elles traitaient les hommes de porc. Ouais. Puis elle les traite pas que de porc. Non, alors voilà, oui, non mais on va y Comment on va arriver. le voir Non mais même par rapport à ce que tu dis, ouais, balance ton porc, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Alors là, on va passer à l'analyse du livre. On va lire plusieurs extraits. Donc, on va décortiquer le livre pour aborder les concepts développés par Valérie Solanas et lire plusieurs extraits pour que vous puissiez saisir l'essence du texte et peut-être ou pas vous donner envie de le lire. Alors, donc, comme on disait avant, le Scum Manifesto, c'est un texte qui propose une critique de la société patriarcale et capitaliste et analyse pourquoi ce sont les hommes qui sont responsables de là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, les femmes ont été exclues des décisions politiques, des postes de direction des grandes entreprises, des gouvernances des pays depuis des centaines d'années. Et on a laissé aux hommes le pilotage du monde et voilà le résultat. 2021, Voilà où on en est. Voilà où on en est. Ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une société capitaliste où seul le travail et la force productive des individus leur donnent une valeur. On détruit la planète lentement mais sûrement. Ouais. Et les hommes sont en guerre contre les femmes et tous ceux qui ne le ressentent pas depuis des siècles. Et ça va pas en s'améliorant. Hein. Donc je vous dis encore une fois, ça c'était 67. Là, je sais pas si des Français ou des Françaises ou si vous suivez ce qui se passe en France, mais enfin là, je veux même pas dire son nom, hein, mais je veux dire, on voit maintenant avec les candidats, c'est la droite contre l'extrême droite, extrême droite, et ouais. C'est ça. C'est un pas en avant, deux pas en arrière. Hein. Exactement, ouais. Et non, mais... Donc, on vit donc dans une société misogyne, raciste, classiste, homophobe et validiste. Chouette! Voilà. Beau programme! Donc, on voit que concrètement, en leur laissant la marche du monde, voilà où on arrive, on a détruit la planète et si on continue comme ça, on arrivera quand même à l'extinction de l'humanité. Hein, avec le réchauffement climatique et tout. Ça peut peut-être pas une mauvaise chose, je ne sais pas. Non, mais oui. C'est vrai, hein? Oui, non, tout à fait, ouais. Donc, avant toute chose, et pour que vous saisissiez bien le propos de Valérie Solanas, il nous semble important de préciser qu'elle dresse dans ce pamphlet un portrait de la personnalité des hommes tel que le patriarcat et la masculinité toxique en produit. Et écoute, Amy, je te laisse dire la suite. Non, mais pas de souci, ouais. Après, nous, notre principe, c'est vraiment que les hommes, les humains, naissent tous et tous avec des caractéristiques qui sont neutres. C'est l'éducation genrée, on en a parlé dans cet épisode, hein, ça conduit vraiment les petits garçons à adopter certains comportements, les petites filles à en adopter d'autres, et finalement, élever les gens et élever les hommes dans une société patriarcale, ça fait qu'ils ils se conforment du coup à ces caractéristiques de masculinité. C'est dur à dire, masculinité toxique. J'aime pas ce mot, j'ai pas envie d'utiliser. Éliminons-le, comme ça on n'a plus besoin de l'utiliser. Non mais c'est vrai, et en fait on voit dans ce livre qu'elle reprend en fait tous ces traits hyper toxiques et elle pose dessus un regard critique, un regard agressif, un regard qui moi m'a parfois dérangé, on va en parler après, mais en fait pas forcément le regard qu'elle y pose mais plutôt la façon dont elle l'exprime. Mais on voit vraiment en fait que c'est ces traits qu'on reproche en fait aux hommes d'avoir, c'est cette déconnexion qu'ils ont avec leurs émotions, à part la colère, hein. Je veux dire, nous en tant que femmes on peut tout exprimer sauf la colère, et les hommes c'est le contraire. Ouais. C'est ces difficultés de communication dans la discussion, hein. On dit toujours les hommes ils parlent pas beaucoup, c'est un taiseux, etc. Le niveau d'amitié masculine qui est un peu la pâquerette on va dire, quand on voit aussi ce qu'ils partagent entre eux, c'est souvent assez sur la surface, c'est pas très profond, etc. Et puis cette obsession pour le sexe, alors je pense qu'on est de base autant intéressés un genre et l'autre genre par ça, mais ça a vraiment ce côté très les hommes pensent qu'au cul, et en fait à force de le dire et à force de se construire là-dedans, ça devient plus ou moins vrai. C'est ça, ouais. Puis on en avait parlé dans l'épisode sur le porno en plus. Oui, exactement, mais c'est ça. Exactement. Et puis dans ce même ordre d'idée, Valérie Solanas, elle reprend en fait toutes ces caractéristiques qui sont attribuées aux femmes et en fait qui montrent à quel point la société elle serait plus agréable et ça tournerait mieux même, hein, simplement,
si tous les individus étaient éduqués comme des petites filles, voire slash, je dirais, de manière moins genrée aussi. Je pense qu'on est, en tant que petite fille, on est quand même plus préparé à être dans le monde extérieur. Et je pense en fait c'est ça qu'il faudrait juste donner aux deux genres. On en a encore une fois, on a parlé. Hein. On a parlé. Elle dépeint vraiment les individus comme si on essaie, avec des caractéristiques différentes, alors que nous, voilà, aujourd'hui, on sait que c'est le fruit d'une éducation genrée. Ouais. C'est pas essentiel, c'est assez essentialiste ton truc du... Ouais, on est comme ça, voilà. Alors qu'en fait, non, c'est une éducation genrée. Ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Et puis là, tu vas nous lire, alors je vais lire le début, je vais lire la première page, comme ça, il va y voir directement comment c'est. Donc... Vivre dans cette société, c'est au mieux y mourir d'ennui. Rien dans cette société ne concerne les femmes. Alors, à toutes celles qui ont un brin de civisme, le sens des responsabilités et celui de la rigolade, il ne reste qu'à renverser le gouvernement, en finir avec l'argent, instaurer l'automation à tous les niveaux et supprimer le sexe masculin. Mais c'est intéressant à part ça, le concept de l'automation, parce que c'est aussi un truc... c'est un enjeu qui est très très politique aussi. Ici aux États-Unis, c'est aussi très très politique de revenir en arrière, justement, moins d'automation. Ouais. C'est intéressant. C'est vrai, hein. Ouais, tout à fait. Après, elle dresse un peu le portrait du mâle type. Hein. Être homme, c'est avoir quelque chose en moins, c'est avoir une sensibilité limitée. La virilité est une déficience organique et les hommes sont des êtres affectivement infirmes. L'homme est complètement égocentrique, prisonnier de lui-même, incapable de partager ou de s'identifier à d'autres. Inapte à l'amour, à l'amitié, à l'affection, la tendresse. Cellule complètement isolée, incapable d'établir des relations avec qui que ce soit, ses enthousiasmes ne sont pas réfléchis. Ils sont toujours animaux, viscéraux, son intelligence ne lui sert qu'à satisfaire ses besoins et ses pulsions. Il ne connaît pas les passions de l'esprit ni les échanges mentaux, il ne s'intéresse qu'à ses petites sensations physiques. Il n'est qu'un mort-vivant, un tas insensible, et pour ce qui est du plaisir et du bonheur, il ne sait ni en donner, ni en recevoir. Au mieux de sa forme, il ne fait que distiller l'ennui. Il n'est qu'une bavure sans conséquence, puisque seuls ont du charme ceux qui savent s'absorber dans les autres. Voilà. Mais on voit, en fait, c'est très... C'est comme tu dis, c'est très direct. Et tu as vraiment l'impression, en fait, qu'elle les met en fait, tous dans le même panier, sans forcément... En fait, j'ai l'impression qu'elle les voit comme la cause du problème et qu'elle voit ces problèmes pas comme une conséquence. Parce que moi, je le vois vraiment comme un cercle, en fait. Ils sont la cause, mais ils sont aussi la conséquence, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'elle les voit vraiment d'une manière beaucoup plus one side, en fait. Ouais, c'est juste. Je trouve. Je pense aussi, ouais. Je pense que, voilà, elle les blâme pour les problèmes de la société, sans se rendre compte que, même si c'est aussi leur faute, que c'est aussi la société qui continue de les créer de cette manière. Oui, bien sûr, ça s'auto-reproduit, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est ça, exactement. Bien sûr, tout à fait. Donc, voilà, donc ça c'est donc elle dresse le portrait, et puis après, donc, je vais lire ce qu'elle dit. Elle dit « Sa recherche frénétique de compensation, parce qu'il n'est pas une femme, combinée avec son incapacité fondamentale à communiquer et à compatir, a permis à l'homme de faire du monde un gigantesque tas de merde. » Wow. Et ensuite, elle fait ça pendant plein de pages, en fait. Elle dresse la liste de toutes les choses desquelles les hommes sont responsables. Et on va en citer quelques-uns, du coup. Donc, en premier, donc, elle dit « Il porte l'entière responsabilité de la guerre. » Elle dit tu veux Oui, je peux, ouais. Elle dit « La guerre est un moyen pour l'homme de prouver au monde entier qu'il est un homme. Du fait de son incapacité à éprouver de la compassion pour les autres, à les comprendre ou à s'identifier à eux, il trouve que l'affirmation de sa virilité vaut bien toutes sortes de mutilations et de souffrances. Il préfère mourir ébloui de gloire que de se traîner lugubrement 50 ans de plus. » Non mais on en parlait ça dans la deuxième partie de l'épisode sur l'éducation genrée où on citait Olivia Gazalet de son livre qui s'appelle Le mythe de la virilité. Mais c'est ça aussi, c'est cette définition qu'il y a une seule masculinité, qu'elle est directement liée à la virilité, et que la virilité, vu que ça on traîne ce concept à la con depuis les Romains, on va dire, même avant, mais en disant les Romains, et il y avait ce concept que si t'es pas prêt à mourir au combat, t'es pas un homme. Ouais, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Ensuite, donc il est aussi responsable de l'argent, le mariage, la prostitution, le travail contre l'automation.
Donc, elle dit « Rien humainement ne justifie l'argent, ni le travail pour quiconque au-delà de 2 ou 3 heures par semaine au maximum. » Non, mais je suis d'accord. Je valide. Tous les travaux non créatifs, à peu près tous les travaux exercés à ce jour, auraient pu être automatisés depuis longtemps. Et d'un système sans argent, tout le monde aurait tout ce qu'il veut et du meilleur. Ensuite, elle dit « Les raisons qui maintiennent en place ce système fondé sur l'argent et le travail n'ont rien d'humain, elles sont mâles. » Donc, elle dit ensuite que c'est à cause de l'homme, qui est horrifié à l'idée d'avoir du temps libre pendant lequel il ne trouverait rien d'autre à faire que de contempler sa grotesque personne. Puisqu'il ne peut aimer ni établir de contact, l'homme travaille. Les femmes, elles, rêvent d'activités intelligentes, absorbantes, à même de combler leur sensibilité. Mais tu sais, à part ça, ça me fait aussi penser, maintenant, tout ce que tu le lis comme ça, les années 60, 67, etc., c'est l'après-guerre, et c'était vraiment c'était le concept du American Dream. Mm-hmm. Donc ils étaient aussi à fond dans le capitalisme. Ouais, exactement. Ouais. Et c'est une grande critique du capitalisme. Du capitalisme aussi, ouais. Et puis après, elle dit ce qui pourra libérer les femmes de l'emprise masculine, ce sera donc la destruction totale du système fondé sur l'argent et le travail, et non l'égalité économique à l'intérieur du système. Ouais. Ensuite, elle dit que les hommes sont aussi responsables donc, du vol de l'intimité. Et là, Aïe, je te laisse lire. Tu peux lire ça. Le tout ou qu'est-ce qu'il y a en Non, tu peux lire tout ça. Alors, l'homme qui a honte de ce qu'il est et d'à peu près tout ce qu'il fait tient beaucoup à garder secrets, tous les aspects de sa vie, mais n'a aucun respect pour la vie privée des autres. Les réseaux sociaux, hein. Non, mais... Lui qui est vide, qui n'a pas de réalité propre, pas d'individualité, pas d'état d'âme jouissif, a constamment besoin de la compagnie des femmes et ne voit absolument rien de mal à s'immiscer dans les pensées d'une inconnue, n'importe où et n'importe quand. Le harcèlement de rue. Non, mais c'est vrai. Et par-dessus le marché, il s'indigne et se sent insulté lorsqu'il se fait rembarrer. Il en est tout désorienté. C'est mignon. Cela le dépasse complètement que quelqu'un puisse préférer une seule minute de solitude à la compagnie de n'importe quel taré. Alors ça, j'en ai parlé sur Instagram il y a 3 semaines. Je me suis fait emmerder par un type en sortant du Starbucks aux États-Unis. Et j'ai pourri le gars et il comprenait pas en me disant « Oui, mais comment tu veux que je rentre des femmes si je leur saute pas dessus dans la rue ?» Oh mon Dieu. Et en fait, mais c'est ça en fait. Et ils comprennent pas. Il me dit « Mais en fait, si j'interromps pas les filles dans la rue qui m'ont rien demandé, je fais comment pour rentrer des meufs ?» Oh mon Dieu. Non mais imagine que c'est quand même une vraie problématique. Ouais, vraiment. Comme il voudrait en être, il se démène pour être toujours dans les pattes des femmes, ce qui est le plus près qu'il puisse atteindre de son but, et s'ingénie à fabriquer une société fondée sur la famille. Le couple et les enfants, qui sont la bonne excuse de la famille, et tout ce monde est censé vivre les uns sur les autres, en violant scrupuleusement les droits de la femme et de son intimité, en détériorant sa santé mentale. On en a parlé dans l'épisode précédent sur la maternité. Sur la maternité, hein. Ouais. Ensuite, elle dit qu'ils sont aussi responsables de l'isolement, les pavillons de banlieue. Et elle dit, miné par son sentiment d'insécurité, l'homme est persuadé que sa femme va le quitter si elle s'expose aux autres hommes et à tout ce qui peut présenter une lointaine ressemblance avec la vie. Aussi cherche-t-il à l'isoler de ses rivaux et de cette faible agitation qu'on nomme civilisation, en l'emmenant en banlieue pour la caser dans une rangée de pavillons où s'enferment dans une contemplation mutuelle des couples et leurs enfants. On voit qu'elle n'avait pas vu Desperate Housewives, hein. Le drame qui peut se passer en banlieue. C'est vrai. Non, mais ouais. Ensuite, elle dit que les hommes sont aussi responsables de l'autorité et du gouvernement. Il n'y a que eux déjà à la tête, hein, mais oui. C'est ça. Surtout à l'époque. Ouais. Elle dit l'homme qui n'a aucun sens du bien et du mal, aucune conscience morale, qui ne croit pas en lui-même, compétitif par nécessité et inapte à la vie communautaire par nature, a besoin de direction et de contrôle. Pour cette raison, il a mis en place diverses autorités, les prêtres, les spécialistes, les patrons, les chefs, et institué le gouvernement. Comme il désire que la femme soit son guide, mais qu'il est incapable d'accepter cette idée, il s'arrange pour que toutes les autorités soient masculines. Et ensuite, elle termine en disant « Il n'y a aucune raison pour qu'une société composée d'individus rationnels et capables de se comprendre les uns les autres, complets en eux-mêmes et n'étant pas enclins naturellement à entrer en compétition les uns avec les autres, ait besoin d'un gouvernement, de loi ou de chef. » C'est intéressant. Oui. Et enfin, elle parle encore de la philosophie et la religion. Tu veux lire ?
j'aime beaucoup ce passage. Ouais. Elle dit, vu son incompétence pour entrer en relation avec qui que ce soit, ou quoi que ce soit, l'homme dont la vie est dépourvue de sens, le dernier mot de la pensée mâle est que le monde est absurde, a dû inventer la philosophie et la religion. Ne trouvant en lui que le vide, l'homme doit se tourner vers l'extérieur, non seulement pour trouver une direction et un contrôle, mais aussi le salut et un sens à sa vie. Le bonheur étant pour lui impossible sur cette terre, il a inventé le ciel. Non mais alors, moi je trouve ça hyper intéressant. C'est bien ça, parce que, moi je suis pas du tout croyante et c'est quelque chose qui je me suis toujours posé la question. Et en fait, c'est intéressant, je trouve, je suis assez d'accord avec elle en fait, c'est de se dire, tu sais tellement pas où tu vas que tu as besoin d'une espèce de guidance spirituelle, quoi. Ouais, exactement. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, elle termine ce chapitre en disant « Les femmes, elles, prennent pour acquise leur identité et leur individualité. Elles savent instinctivement que le seul mal est de nuire aux autres et que le sens de la vie est l'amour. » Ouais. C'est beau. Ensuite, elle dit que les hommes sont aussi responsables des préjugés raciaux, ethniques, religieux. Mais c'est ce qu'on disait avant, hein, société raciste et tout ça. Oui. Elle dit l'homme a besoin de boucs émissaires sur lesquels il peut projeter ses lacunes et ses imperfections. Voilà. Ensuite, il est aussi responsable de la compétition, l'éducation, les classes sociales et économiques. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ouais. Obsédé par le désir d'être admiré par les femmes, mais n'ayant aucune valeur intrinsèque, l'homme fabrique une société complètement artificielle qui lui attribue un semblant de valeur à travers l'argent, le prestige, la supériorité de classe, les diplômes, la profession et le savoir, tout en reléguant au bas de l'échelle sociale, professionnelle, économique et culturelle le plus grand nombre d'hommes possible. Et là, c'est vraiment brillant. Le but de l'enseignement supérieur n'est pas d'instruire, mais d'exclure le plus grand nombre possible de gens de certaines professions. Ouais. Et puis, elle dit encore ça, cela donne aux rares hommes instruits une supériorité décisive sur ceux qui ne le sont pas, et de plus, le mal sait qu'une population féminine éclairée et consciente signifierait sa perte. Ouais. Ensuite, elle dit aucune véritable révolution sociale ne peut être réalisée par les hommes, car ceux qui sont en haut de l'échelle veulent y rester, et ceux qui sont en bas n'ont qu'une idée, c'est d'être en haut. Ouais. Et là, elle nous dit si les femmes ne se remuent pas le cul en vitesse, nous risquons de crever tous. Tu sais que moi, ça m'a vachement marqué, ce passage, parce que ça me fait penser à ce qui se passe maintenant aux États-Unis autour de l'avortement. Je sais pas ce que vous avez vu comme information ici, mais en fait, en 2 mots, la Cour suprême américaine, donc qui est vraiment l'autorité majeure, en fait, qui est actuellement composée de 6 hommes et 3 femmes, qui a une moyenne d'âge de 65 ans à peu près, ils sont en train d'essayer d'annuler Wade contre Roe, qui était en fait une décision de cette même Cour suprême de 1973, qui avait en fait décrété le droit des femmes de choisir l'avortement sans que le gouvernement puisse venir mettre leur nez dedans, en fait. Et donc là, ils sont en train de retravailler dessus. Et en fait, si la Cour suprême, elle annule cette décision, les États, ils auront la liberté d'interdire ou d'autoriser l'avortement à leur propre discrétion. Et ça veut dire que si on prend le statut politique actuel des États-Unis, qui est vraiment hyper splitté entre les démocrates et les républicains, ceux qui sont plutôt pour les libertés et ceux qui sont plutôt dans les conservateurs, ça veut dire que en fait, les États conservateurs, ils vont tous annuler l'avortement, et les États libéraux, ils vont probablement tous le garder. Mais en fait, ça va créer un tas de problèmes parce que ces États conservateurs, c'est souvent les États où il y a peu d'argent, où il y a moins d'éducation, et en fait, ça va devenir très compliqué pour les femmes de passer la frontière de l'État pour aller se faire avorter ailleurs. Et en fait, on va repartir 50 ans en arrière avec les avortements au cintre, etc. Ouais. Et en fait, c'est tragique pour toutes les femmes, mais c'est vraiment tragique pour les femmes précaires, pour les femmes de couleur, pour les mineurs, etc. Et en fait, je crois qu'on parle de 26 États sur 50 qui seraient disposés à... Ouais. Et en fait, c'est vraiment ça où je me rends compte que de laisser les hommes continuer à tout choisir en fait pour nous, on est en train vraiment de se tirer des bâtons dans les roues. Là, sur les 9 personnes de la Cour suprême, il y en a 3 qui ont été appointées par Trump. Ouais. Je veux dire, et le truc de la Cour suprême, c'est que tant soit il démissionne, soit il décède. Ouais, c'est ça. Mais avant que l'un ou l'autre soit arrivé, il va rien se passer. Il va rien se passer, en fait, ça va rien changer. Et il y en a quelques-uns qui sont âgés, mais ils sont pas hyper vieux, ceux qui restent. Et ce qui est en fait encore plus tragique, je dirais, c'est que quand tu regardes, en fait, il y a des espèces de barèmes. La majorité
ils sont vraiment super conservatifs. Donc, on est un peu... Ouais. Puis tu sais, tu dis, il y a le truc qu'on laisse les hommes décider, mais il y a aussi, ça c'est Jamila Jamil qui le dit sur son compte, c'est qu'en fait, là, les femmes sont en train gentiment quand même de perdre les droits des avortements, et en fait, il n'y a que les femmes qui se battent pour qu'on le conserve. Ils sont où en fait les hommes qui se battent aussi pour ça? Enfin, on ne les entend pas vraiment parler, aller dans la rue... Tu vois, j'ai vraiment l'impression que ce concept, on en parlait dans le dernier épisode, entre l'avortement et la maternité, la parentalité, ça reste toujours une histoire de femmes. Et en fait, enfin, je veux dire, c'est leur gosse aussi. Ouais, c'est leur gosse aussi, mais enfin, je veux dire, mais ils s'en foutent. Je veux dire, eux, ils mettent la graine après, c'est pas, enfin, non. Je veux dire, à part éventuellement devoir payer peut-être quelque chose, etc. Ils sont quand même moins touchés. Ouais, bah ouais. Je dirais. Mais ouais, voilà. Ouais, et puis après, après, je pense qu'il faut aussi vraiment remettre les choses par rapport aux États-Unis aussi dans un contexte qui est. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des gens qui sont pas forcément autant éduqués, enfin, qui sont pas forcément très bien éduqués, la etc. religion. C'est très religieux. C'est très religieux. Ouais. Hein. Mais moi, en fait, ce qui me dépasse avec tous ces conservateurs, quel que soit leur avis, que ce soit sur le racisme, sur les droits des LGBT, sur les droits des femmes, etc., c'est que eux, c'est des gens qui sont privilégiés. Tu vois ce que je veux dire? Là, récemment, la dernière qu'ils ont mis à la Cour suprême, dont j'ai l'honneur de partager le prénom, Amy Coney Barrett, c'est une femme qui doit avoir, je sais rien, la quarantaine à peu près, donc c'est une ultra conservatrice, etc. Mais je veux dire, elle est blanche, elle vient come from money, comme on dit, elle vient d'une famille qui a de l'argent. Elle, si elle devait avorter, alors je sais pas si elle le ferait, hein, mais si elle devait avorter, ce serait pas un problème pour elle. Et en pas fait, du tout. Ça devient un peu chiant que ces gens-là, ils sont ou des vieux hommes blancs ou des femmes blanches hyper privilégiées, des classes bourgeoises, qui prennent des décisions, pardon, je crache, qui prennent des décisions pour la population, en fait. Vraiment. Donc voilà. Joie, bonheur. Vive les États-Unis, je suis contente de payer mes impôts là-bas. C'est un autre problème. Et puis, donc, on continue. Le dernier truc, en fait, pour lesquels les hommes sont responsables, c'est l'impossibilité de l'amour. Et ça, c'est hyper intéressant. Elle dit « L'amour ne peut s'épanouir dans une société fondée sur l'argent et sur un travail dépourvu de sens. Il exige une totale liberté économique et individuelle, des loisirs et la possibilité de s'engager intensément dans des activités absorbantes, à même de combler la sensibilité et pouvant conduire à l'amitié profonde lorsqu'on les partage avec ceux que l'on respecte. Notre société n'offre aucune activité de ce genre. » Voilà. Donc, après avoir dressé tout ça, Valérie Solanas, elle explique son projet. Elle explique toutes les mesures concrètes que prendront donc les scums, donc, que tu as décrit avant, donc ce sont des femmes, hein, et qui aboutiront en fait au reversement du pouvoir patriarcal et de la société capitaliste basée sur l'argent. Donc, page 68-69, alors là, elle dit justement, voilà comment elle explique. Si une grande majorité de femmes étaient scum, elles parviendraient en quelques semaines aux commandes du pays en refusant de travailler, c'est-à-dire en paralysant la nation entière. Elles pourraient y ajouter d'autres mesures dont chacune serait suffisante pour bouleverser l'économie et le reste, comme de rompre avec le système de l'argent, dévaliser les magasins au lieu d'acheter et refuser d'obéir aux lois chaque fois que ça leur chante. La police, la garde nationale et l'armée réunies ne pourraient réprimer la rébellion de plus de la moitié de la population, surtout s'il s'agit de femmes, sans lesquelles ils se retrouveraient complètement désemparés. Si toutes les femmes laissaient tomber les hommes, tout simplement, le gouvernement et l'économie nationale s'effondreraient. Et Valérie Solanas, elle dit que ça doit se faire par la violence, parce que Scum est trop impatiente pour espérer et attendre la prise de conscience de millions de trous du cul. Mais là, on est quoi, 60 ans après? Ouais, ben... Mais à part ça, je me demande pourquoi pourquoi on l'a jamais fait, en fait. Je me demande pourquoi il n'y a pas eu des révolutions... Il y a eu des mouvements féministes, il y a eu des mouvements violents d'ailleurs. Oui, alors oui, il y a eu des mouvements violents ou des trucs comme ça. Mais il n'y a jamais eu de mouvement. Après, je pense que c'est toujours compliqué d'avoir 100% des femmes, par exemple, mais ouais, je sais pas. Ouais, ça fait aussi partie de notre position dominée, hein, on ne se rebelle pas en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, après avoir révolutionné la société avec des actes concrets, Valérie Solanas, elle propose de tuer tous les hommes qui n'entrent pas dans la catégorie de l'auxiliaire masculin de Scum. Donc,
Elle dit Scum exterminera tous les hommes qui ne feront pas partie de l'auxiliaire masculin de Scum. Font partie de l'auxiliaire masculin de Scum les hommes qui s'emploient méthodiquement à leur propre élimination, les hommes qui pratiquent le bien, quel que soit leur motif, et entrent dans le jeu de Scum. Exemple de ce que l'on peut trouver dans l'auxiliaire masculin de Scum. Les hommes qui en tuent d'autres, les écrivains, les rédacteurs en chef qui répandent et favorisent les idées susceptibles de servir les buts de Scum. Donc pas le mec de c'était quoi le journal La Liberté à Fribourg? Ouais, non. Non, lui il compte pas. Pas lui, non. Et pas Paul. Moi j'étais quelqu'un de si gentil. Les hommes qui prodiguent généreusement l'argent et tout service gratuit. Les hommes qui disent ce qui est. Et elle dit, en parenthèse, jusqu'à présent il n'y en a pas eu un seul. Qui ont une attitude juste avec les femmes, qui révèlent la vérité sur eux-mêmes, donnent aux écervelés des phrases correctes à répéter et leur disent que le but premier d'une femme devrait être d'écraser le sexe masculin. Et là, elle dit, pour aider les hommes dans cette tâche, Scum organisera des sessions merdiques au cours desquelles chaque homme présent fera un discours commençant par la phrase « Je suis une merde minable et abjecte ». À la suite de quoi, il fera une longue liste des différents aspects de sa merdicité. En récompense, il pourra fraterniser une heure entière avec les membres de Scum à la fin de la session. On invitera aux sessions les femmes gentilles et proprettes afin d'éclaircir avec elles tous les doutes et malentendus qui subsistent à propos du sexe masculin. Je pense que c'est typiquement le truc qui me fait rire, puis toi beaucoup. Pas du tout. Ouais, on va en parler dans 2-3 secondes. Enfin, je ris de te voir rire, mais en fait, moi, oui. Ouais, non. Je sais que tu as encore un passage à lire. Lis ton dernier passage, et puis après, je donnerai mon avis honnête. Exactement. Sur ce petit passage. Non, mais c'est intéressant aussi de voir que on n'est pas forcément non. d'accord, entre guillemets, aveuglément, quoi. Exactement. Alors, attendez, là, il faut que je retrouve ça. Donc voilà, donc en fait, après, elle fait la liste aussi des hommes qui sont odieux et justement qu'elle veut exterminer. Donc, parmi les hommes les plus odieux ou les plus nuisibles, on compte ceux qui violent, les politiciens et toutes leurs cliques, les chanteurs, compositeurs et musiciens gnangnang, les PDG, les chefs de famille et honnêtes travailleurs, les proprios, les flics, les savants dont les recherches visent la mort, les menteurs et les bidons, les agents immobiliers, les hommes qui font un tant soit peu de mal aux femmes, les hommes qui s'imaginent avoir le droit à la compagnie des inconnus qu'ils rencontrent, et toute l'armée. Reste pas grand monde, hein. Puis après, elle dit, si un homme peut être classé à la fois dans les catégories bien et mal, l'ensemble de sa conduite sera examiné de façon toute subjective pour déterminer de quel côté penche la balance. C'est bien, au moins, elle les envoie pas au bûcher directement, mais... Non. Voilà, donc ça c'est son but, donc ça c'est le projet. Ça c'est fait, hein, voilà. Et elle dit qu'une fois qu'on aura foutu en l'air la finance, il sera plus nécessaire de tuer les hommes. C'est vraiment que dans un premier temps. D'accord. Après, une fois qu'on a foutu la finance en l'air, ils seront démunis du seul pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les femmes psychologiquement indépendantes. Donc, du coup, après ce sera bon. Et le dernier point que je veux lire, c'est... Inutile et banal. C'est ça. Donc après, justement, elle dit que donc, les hommes, ce sera bon. Et elle dit les autres femmes s'activeront à résoudre les quelques problèmes restants avant de mettre au programme l'éternité et l'utopie. L'enseignement sera tout autre chose et des millions de gens pourront en quelques mois parvenir à un niveau intellectuel qui exige actuellement des années d'études. Elles résoudront les problèmes de la maladie, de la vieillesse et de la mort et réinventeront complètement les villes et l'habitat. Beaucoup de femmes continueront à s'imaginer pendant un certain temps qu'elles en pincent pour les hommes, mais au fur et à mesure qu'elles s'habitueront à une société féminine et qu'elles seront accaparées par leurs projets, la lumière se fera en elles et elles verront clairement à quel point l'homme est inutile et banal. Voilà. Je vois que tu as beaucoup de plaisir à lire. Non, franchement, je sais que toi tu l'adores, voilà. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que c'était un pain in the ass à lire, quoi. J'ai vraiment... Déjà, le machin, il fait 40 pages, il m'a fallu 3 semaines, j'arrivais pas à m'y mettre, alors que moi, je lis hyper vite. Hein. Moi, je lis des bouquins de 700 pages en 4-5 jours. Enfin, j'arrivais pas à le lire, je recommençais. Tu sais, des fois, t'arrives au bout de la page, t'as pas compris ce que j'ai lu. Et je l'ai lu en français pour commencer. Hein. Ouais. Et c'était vraiment... En fait, c'est le style que j'ai pas aimé. Pour moi, ça manque de ponctuation, c'est hyper brut. C'est hyper homophobe. Enfin, j'ai vraiment, honnêtement, j'ai pas aimé. Je me suis demandé du coup si c'était la traduction.
Du coup, je me suis réinfligée après ça en français. Enfin, en anglais, d'abord en anglais, Ouais. d'abord en français, ensuite en anglais. Mhm. Et en fait, c'était vraiment pas mieux. Et ce que je remarque par contre, c'est que, en fait, il y a certains passages, pour moi, en fait, il y a certains passages qui sont hyper vrais. Et j'en lirai quelques-uns plus tard qui sont vraiment. Et le passage, par exemple, que tu viens de lire, alors effectivement, je trouve ça assez rigolo, mais en fait, je vois pas, je vois pas ce que ça. Je vois pas ce que ça apporte en fait au débat. Je comprends l'agressivité et on va en parler encore une fois après. Je comprends d'où ça vient et je pense que il y a aussi une autre façon de le regarder que simplement en fait le lire et puis le prendre en fait pour argent comptant. Mais moi, en le lisant comme ça de prime abord, sans analyse, j'ai pas trouvé que c'était intéressant. J'ai pas trouvé c'était très pas intéressant. Mhm. Non. Ouais. Non. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas. On n'est pas d'accord. On Mais n'est pas c'est bien, d'accord. mais c'est bien. Ouais. Moi, je l'ai lu la première fois, c'était début 2020. Et en fait, je me souviens que quand j'ai commencé la première page, tout de suite, j'ai vraiment énormément ri. Je me souviens que j'ai eu des immenses fous rires en fait pendant toute la lecture. Ok. Et aujourd'hui, c'est la même chose en fait. Oui, je vois. Chaque fois que je le rouvre en fait, et bien sûr, je le connais pas par cœur, donc en fait, chaque fois que je le relis, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si. Ouais, je pense que il y a de l'humour là-dedans. Et en tout cas, c'est le genre d'humour que j'ai. Enfin, oui, alors oui. après, comme on a dit, c'est très violent. Enfin, voilà. Oui. Donc voilà, moi, je sais que je l'avais conseillé à ma meilleure amie en lui disant c'est le livre le plus drôle que j'ai lu. C'est exactement comme ça que tu me l'as vendu. Hein. Ouais, c'est comme ça. Hein. Ouais, tout à fait, ouais. Et moi, je m'attendais à j'ai pas un recueil de blagues, je sais pas à quoi je m'attendais en fait. Et tu sais, je lisais ça et je me disais, ah putain, on n'est pas du tout ça. Ah ouais, d'accord, très bien, très bien. Mais qui est cette personne? Non, mais même pas du tout. Mais en fait, honnêtement, il fait 40 pages. J'ai rigolé une ou deux fois. Hein. Je dis pas que j'étais en mode genre tout le temps. Mais en fait, il y a une longue partie où je me suis dit, mais c'est que ça devient drôle en fait. Tu m'as dit, j'ai rigolé tout le long et tout. Et tu sais qu'à un moment, j'ai même fait une recherche parce que je l'avais en Kindle et je me suis dit, mais peut-être qu'il y en a un autre. Peut-être que j'ai pas téléchargé le bon livre. En fait, ça m'a tellement pas fait marrer que je me suis dit, mais en fait, j'ai peut-être juste pas le bon bouquin. Ouais. En fait. Et en fait, j'avais le bon bouquin. En fait, non. Voilà. Et par contre, je me souviens que du coup, quand j'ai lu la première fois, c'est ce que j'ai dit, c'est le livre le plus long que j'ai lu, mais ça, c'est ce que je pensais à l'époque. Je sais pas si Valérie Solanas, elle est toute nette, et je sais pas s'il faut prendre au pied de la lettre. Par contre, l'analyse est brillante. Voilà, ça, c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu la première fois, début 2020. Ouais. Après, je l'ai relu à plusieurs reprises depuis, et puis la dernière fois, c'était le week-end passé, puis je l'ai encore bien relu hier soir. Et en fait, maintenant, chaque fois que je le relis, je découvre de nouvelles choses. Ouais. Ça, c'est ce qu'on fait souvent avec les livres que bien tu sûr. relis. En fait, tu découvres de nouvelles choses. Sûr, ouais. Et il y a plein de nouvelles choses avec lesquelles je suis d'accord, puis qui m'avaient échappé à la lecture d'avant. Et je pense aussi que c'est parce que mes connaissances féministes, elles augmentent. Et puis du coup, ça me fait faire des parallèles. Ça me fait faire des parallèles et des nouveaux liens. Bien sûr, ouais. Non, c'est vrai. Et puis aujourd'hui, par contre, je pense plus je pense pas qu'il faut prendre ce texte à la rigolade. Alors bien sûr, on va pas exterminer les hommes, mais je pense pas qu'il faut le prendre à la rigolade. Et je pense pas non après, j'en sais rien, je suis pas sûre qu'elle était vraiment si dérangée que ça en fait. Je pense, comme on a dit, elle a vécu toute sa vie des violences masculines et faut voir d'où elle l'écrit. Voilà, après c'est mon avis. Hein. Bien sûr, non mais tout à fait. Ouais, moi je trouve, quand on extrait ce qu'elle en dit, en fait, je trouve que son texte il est très brillant et c'est une analyse très fine en fait, parce qu'elle met des mots sur l'état de notre monde d'une manière assez juste. Oui. Et puis elle le fait avec humour. Alors après, je pense que c'est ça peut-être qui te convient, c'est que le fond te convient, mais pas la forme. Ou bien oui. En fait, je crois que là, en fait, où elle analyse... En fait, je crois que c'est ça. Je crois que là où elle analyse, il y a énormément de trucs dans lesquels je me retrouve. Il y a énormément de passages où je me dis, ah oui, elle a raison, le truc qu'on a lu sur la religion, etc. Mais en fait, là où elle commence justement à raconter, il faut exterminer les... en fait, moi, c'est ça qui me plaît pas. Mais c'est pas par rapport au fait que je veux pas exterminer les hommes ou quoi que ce soit. C'est juste, en fait, je me dis, mais c'est mon côté un petit peu suisse, un petit peu neutre. Je me dis, mais pourquoi tant de haine? Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense que c'est vraiment même pas... Alors, la forme, j'ai détesté. Hein. Justement. Mais en anglais, en français... voilà. Non, la forme te convient pas. De toute façon, la forme ne convient pas. Mais en fait, je trouve que, pour moi, en fait, il y a des propos qui sont incroyablement fins et très justes, comme tu dis, qui sont pour moi perdus au milieu de propos qui sont tellement agressifs que moi j'en perds en fait l'essence. Tu vois. Et honnêtement, en disant ça, je m'entends un petit peu dire vous desservez votre cause et je me déteste de dire un truc pareil, tu vois, parce que finalement tu exprimes les choses comme tu veux, mais je sais que pour moi je trouve que je perds son propos ultra pertinent.
Sous le flot d'insultes. Sous le flot d'insultes et des grands passages hyper agressifs, quoi. Ce que j'ai fait, et je fais tout le temps ça quand je lis, j'ai surligné des passages. J'ai surligné les passages que j'avais bien aimés et j'ai surligné quels passages j'avais vraiment pas aimé. Et en fait, en relisant les passages, seulement les passages que j'ai détestés hors contexte, en fait, ça m'a vraiment sauté à la gorge. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment un miroir de la société misogyne, en fait. En fait, ce qu'elle écrit, on l'accepte quand c'est dit au sujet des femmes tout le temps. Tout le temps, c'est tout le temps au sujet des femmes, c'est dans les journaux, c'est à la télé, je veux dire, c'est le discours des masculinistes, des républicains, ben, c'est Zemmour maintenant, c'est les Trump, c'est vraiment, c'est les frat boys, c'est les commentaires sous les vidéos féministes, c'est tout ça, sauf que c'est retourné à l'envers et c'est mis par rapport aux hommes, en fait, plutôt que par rapport aux femmes. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, c'est vraiment, et c'est aussi un truc que moi, il va falloir que je travaille là-dessus, parce que même si ça me rend malade, on le tolère quand même par rapport aux femmes. La société tolère ce discours quand c'est dit pour les femmes, et moi-même, en tant que personne, j'ai de la peine à le tolérer, alors que c'est face aux hommes. Et je pense que c'est important aussi de se remettre en question que c'est tous les jours, c'est toutes les plateformes, tu vois. Et en fait, on voit aussi que, du coup, moi, ça me fait dire que les hommes ont droit à la violence et pas les femmes. Oui, c'est vrai, c'est ça, ouais, tout à fait. Et puis voilà, comme tu dis, c'est qu'il faudrait il faut essayer de ne pas le déconsidérer, ce livre, parce qu'il est radicalement misandre, en fait. C'est ça. Et moi, je me suis rendu compte que même sans le vouloir, et c'est là aussi où je vois que je suis vraiment pas forcément encore très loin de ma déconstruction. Oh bah quand même. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, enfin, le fait que quand je lis un truc, je me dis oui, mais quand même, elle exagère, ils sont pas tous comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Je me dis, c'est quand même une question de se remettre et puis de dire, en fait, elle a le droit de dire les choses comme elle le veut, tu vois. Enfin, moi, je sais que d'avoir vraiment surligné ces passages, il y a certains trucs que je vais vraiment garder, mais pour l'instant, en tout cas, je suis pas dans un état d'esprit qui me permet en tout cas de rigoler comme toi tu rigoles à ces passages. Ouais, alors après, ça veut pas dire que j'ai plus déconstruit que toi. Je pense juste que c'est des sensibilités différentes. C'est possible aussi, et je veux dire, voilà, j'ai lu 2 fois, etc. Mais. Disons que je vais extraire ce que ce qui te semble pertinent. Ce qui te semble pertinent, exactement. Mais c'est pas la majorité du livre, on va dire. On va laisser les choses comme ça. Mais oui, c'est un texte qui est très très misandre. Hein. C'est un texte qui est très, très misandre, Et misandre, en fait, ça veut dire aversion pour les personnes de sexe masculin. Et on précise quand même que la misandrie, c'est pas l'opposé de la misogynie. Parce que la misogynie, c'est la base du patriarcat, c'est la haine des femmes généralisée et perpétuée par les deux sexes. Elle se déploie dans une société où les femmes sont en position de dominer, les hommes en position de dominant. Et la misandrie, quant à elle, elle n'existe qu'en réaction à la misogynie. Parce que les individus ne sont pas élevés dans la cultivation de la haine des hommes. Tout ce qui a trait au masculin n'est pas dévalorisé, comme c'est le cas pour ce qui a trait au féminin. Et les hommes ne souffrent pas de la misandrie au quotidien de manière systémique, comme les femmes souffrent de la misogynie. Et par contre, moi, c'est ce que ça me faisait penser, ça m'a fait penser à ça tout le long du livre. C'est que si elle avait écrit ce texte en 2021, je peux t'assurer qu'elle aurait reçu des menaces de mort sur Internet. Il y a des mecs qui auraient trouvé son adresse, qui l'auraient harcelée jusque chez elle. On leur a dit qu'elle était hystérique, qu'elle était mal baisée. Enfin, ça aurait vraiment hurlé à la mort. Et je trouve que, encore une fois, c'est intéressant de se dire que en 2021, on ne peut pas militer en tant que féministe sans se prendre une vague de merde dans la gueule. Et je pense que c'est quand même important de le dire. Alors que, encore une fois, je veux dire, les politiciens, les Zemmour, les Trump, etc., ils sont à la télé tout le temps, ils disent des horreurs. Des horreurs et ça passe. Et ça passe, quoi. Comme une lettre à la poste, Et c'est vrai que, comme tu dis, si elle avait sorti ça aujourd'hui, mais mon Dieu, mais c'est... moi, je pense qu'elle se serait fait descendre dans la rue. Mais franchement, probablement, parce que quand on voit que Alice Coffin, quand elle dit juste à la télé que statistiquement, de ne pas vivre avec un homme, elle a moins de risque de mourir. Et là, elle doit être sous protection policière tellement qu'elle se fait harceler, alors que c'est un fait, il n'y a rien de révolutionnaire. Elle dit juste... Non, tout à fait. Et donc, sortir un truc comme ça aujourd'hui... non, tout à fait. Mais c'est aussi autour de l'humour. Hein. C'est aussi autour de l'humour, justement. Exactement la même chose. L'humour misogyne, en fait, tout le monde le connaît, enfin pas tout le monde l'use, mais voilà, ça fait encore rire quelques blaireaux par-ci par-là. Les femmes à la cuisine, les blondes. Non, mais oui. Et puis voilà.
Mais par contre, l'humour misandre, c'est pas du tout répandu. Et d'ailleurs, vous pouvez réfléchir. Hein. Est-ce que vous connaissez des blagues sur les hommes qui vous viendraient à l'esprit? Parce que en écrivant ça, on a réfléchi. Moi, j'en ai pas. Mais tu peux pas. Des blagues sur les hommes. Mais tu peux pas faire des blagues sur les hommes. Là, en début de semaine, là, j'ai fait une blagounette sur Twitter, mais vraiment un truc à la con, quoi. Mais je me suis pris une avalanche de commentaires, mais de mecs haineux et de commentaires haineux de mecs. Mais enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on a rempli la grille de bingo au bout de 30 minutes. C'était vraiment un truc de fou, quoi. J'étais, mais c'est bon, les gars, on se calme, quoi. Enfin, c'était vraiment. Je répondais à une femme sur son compte, etc. Et on voit qu'on n'est pas habitué à l'humour misandre en fait, et on n'est pas habitué non plus à lire ou à entendre des critiques sur les hommes. Non, c'est vrai. Et Margaret Atwood, elle a cette phrase qui dit: les hommes ont peur que les femmes se moquent d'eux, les femmes ont peur que les hommes les tuent. Ouais, donc on voit bien à quel point hommes et femmes vivent des vies différentes dans la société patriarcale. Émettre des critiques sur les hommes, c'est un exercice périlleux. Et puis on peut voir aussi, c'est ce qu'on vient de dire, il y a comme ils se serrent les coudes entre eux déjà, et ils se livrent à du harcèlement massif en ligne dès qu'une femme ou une féministe ose exprimer de manière claire les agissements des hommes. Même si c'est factuel, comme tu le disais avant. C'est factuel, voilà. Et puis aussi, notre société, elle s'emploie à invisibiliser de manière systématique les méfaits des hommes. Par exemple, on parle toujours de violence contre les femmes, et on ne parle pas de violence masculine. On parle du nombre de femmes ayant subi un viol par année. On ne parle jamais du nombre de violeurs. Tu vois, on dit tant de femmes ont été violées cette année, mais on dit pas tant d'hommes ont violé cette année. Enfin, non, et puis le truc là, il y a le truc avec le nageur là maintenant. Ça c'est encore un autre débat, mais enfin. Mais il était sympa. C'était un tellement bon nageur. Il nageait bien, puis dis donc. Ouais. Puis qu'est-ce qu'il était sympa. Alors, je ne dis pas. Il avait une personnalité en or. Non, mais je ne dis pas que c'est faux. Je ne dis pas qu'il n'avait pas une personnalité en or et qu'il nageait bien. Mais c'est quoi le rapport? Quand il viole pas des enfants, il est sympa. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et je veux dire, tu lis ces articles de journaux, c'est systématique. C'est les faits qui lui sont reprochés, présomption d'innocence. Voilà. Les faits qui lui sont reprochés, c'est ça. Mais il était tellement gentil. Mais il n'y a aucun rapport, en fait. Il n'y a vraiment aucun rapport avec le fait qu'il soit sympa ou pas. Exactement. Puis voilà, on voit, on n'est ni habitué, pas habitué ni autorisé à pointer du doigt puis à critiquer ouvertement le comportement des hommes. Ouais. Non, mais c'est sûr. Après, voilà, je veux dire, moi, ça m'a, comme je te disais avant, j'ai vraiment détesté lire ce bouquin. J'ai trouvé que c'était hyper painful. Mais par contre, ça m'a quand même donné, en lisant tous ces petits passages séparément, ça m'a quand même donné une forme de force et de conviction qu'en fait, déjà, les choses, elles évoluent vraiment peu en 50 ans et que finalement, ce qu'on fait là, c'est quand même important et qu'il faut continuer et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire. Donc, à ce niveau-là, je suis quand même contente de l'avoir lu. Encore une fois, il y a des passages que je vais garder, il y a des passages qui sont intéressants et voilà. Mais oui, c'était pas... Voilà. Ouais, exactement. C'est pas mon livre préféré. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus d'accord sur le fait, en tout cas, je ne crois pas qu'on souhaite tailler les hommes en pièces, ni les exterminer de la planète. Par contre, alors après, c'est pas ton point de vue. Moi, c'est vrai que je les tiens pour responsables de l'état du monde dans lequel on vit. Et pour moi, ça a été une grande révélation, en fait, de comprendre ça. Et à la fin du livre, je me suis dit, mais purée, c'est vrai, en fait. Non, alors ça, je suis d'accord. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais réalisé. Parce qu'elle a vraiment mis les trucs les uns derrière les autres. Oui, bien sûr, ouais. Et c'est vrai que depuis qu'il y a des femmes qui sont arrivées au pouvoir dans des pays, elles diminuent le temps de travail, elles mettent en place des mesures écologiques, elles améliorent quand même considérablement la qualité de vie des individus. Ouais, non, c'est vrai. Et je dis pas que les hommes ne le font pas, mais moi j'ai un peu l'impression qu'elles sont en train de remettre de l'ordre dans le bordel que les hommes nous ont laissé en confisquant l'exercice du pouvoir depuis des siècles. Ouais. Voilà. Non, c'est vrai. Et puis l'autre point sur lequel on n'est pas trop d'accord, c'est que on souhaite, et je crois qu'il y a quand même les féministes aujourd'hui, c'est quand même ça, c'est qu'on souhaite pas que les femmes prennent le pouvoir sur les hommes. Non. Parce que ça serait renverser la dynamique en fait et faire la même merde dans l'autre sens. Donc, mais par contre, je me demande si on peut vraiment renverser le patriarcat sans violence en fait. Et je crois pas qu'on puisse parvenir à une telle révolution de manière pacifique. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Ouais. Après voilà, moi c'est ce que je disais avant, moi c'est vraiment cette extrême agressivité qui m'a déplu. Et encore une fois, on l'entend vraiment beaucoup dans les médias. Et voilà, mais ça n'empêche que voilà, ça m'a dérangée. C'était intéressant de remarquer que même avec le travail de déconstruction, je me suis quand même trouvée à penser plusieurs fois qu'elle devait avoir un petit peu... Elle devait pas être tout à fait là avec nous dans sa tête.
Alors que finalement, en fait, encore une fois, c'est le droit aussi des femmes à la violence et ça peut être considéré comme du œil pour œil, dent pour dent. Un petit peu, quand même. Ouais. Mais ouais. Puis voilà, donc dans ce bon temps, tu as dit 40 pages, là il fait 86 pages. Donc voilà, au long de ces 86 pages, elle s'active à critiquer les hommes crûment et violemment. Et en fait, pour moi, ce texte, il est très important parce que je trouve que c'est un des seuls qui propose une analyse de ce type de notre société. En tout cas, à ma connaissance. Oui. Voilà, moi, c'est ça que j'ai aimé, hein, la radicalité du propos. Et voilà, j'aime bien comme elle a réussi à mettre en évidence tout ce qui joue pas dans la société, le capitalisme, le travail à plein temps, et c'est d'ailleurs 2 thèmes qui sont aujourd'hui au cœur des luttes féministes. Oui, bien sûr. Et quand elle dit qu'on ne devrait pas travailler plus de 2-3 heures par semaine, on pourrait voir ça comme un peu aussi un appel au revenu universel, qui permettrait de rémunérer tout le monde et que les humains, à côté du travail, puissent avoir des vies remplies avec d'autres activités plus nourrissantes pour l'esprit. Non, tout à fait. Je pense que vraiment toute la partie au niveau la société de consommation, capitalisme, etc., c'est spot on, quoi. C'est, non, tout à fait, tout à fait. Après, voilà, c'est ce que je disais. Moi, il y a quelques passages, j'en ai écrit ici quelques-uns, je ne vais pas forcément tous les lire, mais moi qui m'ont bien plu. Un des passages, c'est sur la famille. Elle dit « Maman veut le bien de ses enfants, papa ne veut que le bien de papa. Il veut qu'on lui fiche la paix, il veut que ses lubies de dignité soient respectées. Il veut présenter bien le statut et il veut contrôler et manipuler à volonté ce qui s'appellera guider, s'il est un père moderne. Ce qu'il veut aussi, c'est s'approprier sa fille sexuellement. Il donne la main de sa fille en mariage, mais garde le reste pour lui. » Et ça, c'est vraiment quelque chose dont on a vraiment parlé dans notre épisode sur la maternité et aussi sur le double épisode qu'on avait fait sur l'éducation genrée, en fait, à quel point, en tant que femme, on est conditionné à prendre soin d'autrui, on s'oublie, tandis que les petits garçons, ils sont plutôt conditionnés à faire le contraire, à se concentrer sur eux-mêmes, ou à se concentrer vers l'extérieur. Et voilà, on le retrouve dans les couples hétéros à l'âge adulte, c'est décuplé quand le couple a des enfants. Et voilà, un peu d'autopromo, mais c'était vraiment ces 3 épisodes-là, donc le double épisode sur l'éducation genrée et l'épisode sur la maternité. Allez les écouter si vous les avez pas écoutés, parce qu'on est quand même... Alors, on est tout à fait dans le thème par rapport à ce qu'elle raconte là, mais on est aussi... C'est vraiment des problèmes d'actualité, et je pense qu'on a toutes et tous à gagner, à déconstruire tout ça, quoi, que ce soit l'éducation qu'on a reçue, l'éducation qu'on donne et notre façon de vivre le couple et la maternité, quoi. Exactement, ouais. Et puis avec ce passage, et elle le dit aussi à plusieurs reprises dans le livre, elle explique bien aussi à quel point la maternité c'est un outil de domination du patriarcat qui met les femmes dans la position de dominer et les hommes dans celle des dominants. Et puis on en parlait justement, comme tu disais dans nos autres... Et elle dit aussi, et ça j'ai trouvé ça super intéressant, elle dit sur le sujet de vouloir ou pas vouloir des enfants, la question de savoir s'il faudra continuer à utiliser les femmes pour la reproduction ou si celle-ci se fera en laboratoire est encore un faux problème. Que se passera-t-il quand chaque femme, dès l'âge de 12 ans, prendra régulièrement la pilule et avortera en cas d'accident? Combien de femmes accepteront-elles délibérément d'être enceintes ou en cas d'accident de le rester? Non, les femmes n'adorent pas couver une ribambelle d'enfants, malgré ce qu'en disent les braves épouses hébétées. Quand toutes les femmes en seront conscientes, la réponse sera aucune. Devrait-on alors obliger un petit nombre de femmes à faire office de lapine pour les besoins de l'espèce? C'est hors de question, évidemment. La réponse, c'est les laboratoires de reproduction. Et je trouve intéressant parce que c'était vraiment pas une problématique à l'époque de pouvoir dire en tant que femme si tu voulais ou pas des enfants. Ouais, c'est vrai. En fait, il n'y avait pas encore le choix, en fait, vraiment. Non, il n'y avait même pas la pilule. Il n'y avait même pas la pilule. Donc, Et du coup, je trouve que c'est très intéressant aussi de se rendre compte que c'était une problématique différente parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas encore choisir. Mais maintenant qu'on peut choisir, on est toujours... c'est ce qu'on parlait dans cet épisode. On est toujours jugé, critiqué, épié, etc. par rapport à nos choix, quoi. À nos choix. Et puis après, alors voilà, dans les passages que j'ai trouvés un peu agressifs, mais qui m'a quand même fait un peu marrer, elle dit... Quand le contrôle génétique sera possible, et il le sera bientôt, ce qui est vrai, il est évident que nous ne devrons produire que des êtres complets, sans défaut physique ni déficience générale, telle que la masculinité. Donc encore une fois, tu vois, elle a vraiment cette notion que c'est inné, c'est de naissance. Ça vient avec le sexe masculin. Ouais, tout à fait, alors que c'est pas du tout ça, je veux dire, c'est absolument pas ça. Mais elle dit aussi, donc, un petit peu plus loin, elle dit, de même que la production délibérée d'aveugles serait parfaitement immorale, de même en serait-il pour la production délibérée d'être taré sur le plan affectif. Bon, là, c'est un peu validiste. C'est très validiste. Mais non, mais je trouve que c'est quand même... Mais c'est un problème aussi, comme tu dis, qu'elle le montre de manière innée. Oui, et c'est un problème auquel ce qui se pose aussi maintenant au niveau de trier les fœtus par genre, etc. Ouais. Donc,
elle est quand même très... ouais, elle est quand même très avant-gardiste quand même dans son propos, quoi. Ouais. Et moi, il y a un truc, avant qu'on termine cet épisode, moi, il y a une chose qui m'a interloquée, qui m'a interrogée, c'est quand elle dit que l'homme est comme il est parce qu'il est frustré de ne pas être une femme. Et en fait, elle le dit à plusieurs reprises, et déjà, je comprends pas d'où ça vient, j'ai pas réussi à trouver une logique, et je me demandais si tu pouvais m'éclairer à ce sujet. Non, je comprends pas, en fait, sa théorie qui revient plusieurs fois, c'est l'homme est n'est comme pas il est. une femme, hein. Ouais. Alors, ouais, mais il aimerait. parce qu'il aimerait l'être. Et en fait, j'arrive pas à mettre mon doigt sur le... Alors, ouais, je sais pas si je vais dire des conneries, mais... Non, mais c'est de voir comment... Ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, elle part du principe que la femme, c'est un être complet, et puis l'homme, c'est... un être incomplet. Une femme diminuée. D'accord. Okay, je sais pas. Non, mais oui, mais c'est pas... Et du coup, c'est une femme diminuée, et du coup, je te donne un piège un peu. Ouais. C'est une femme diminuée. En fait, il s'approprie les... Ah ouais, c'est ça aussi. C'est qu'il s'approprie les compétences des femmes, selon elle, hein, j'ai l'impression. En fait, elle part du principe que les femmes sont indépendantes, fortes, qu'elles savent un peu tout faire. Elles savent gérer le monde et tout, machin. Ouais. Et que les hommes, en fait, ils sont très bêtes et savent rien faire. Et en fait, ils pompent tout sur les femmes. Et... j'ai l'impression que c'est ça. Et quand on regarde un peu dans la société, des fois, c'est vrai qu'on se demande comment est-ce que les hommes ont fait pour survivre jusqu'à aujourd'hui s'il n'y avait pas eu les femmes. Parce qu'en fait, ils ne savent pas se faire à manger. Tous les grands PDG, machin, ils ont toutes des assistantes, ils ne font plus rien. C'est vrai. Non, en fait, ils sont juste là, ils ne gèrent pas leurs agendas, ils ne font rien, machin. Et j'ai l'impression que c'est ça qu'elle dit, qu'en fait, ils pompent tout sur les femmes et du coup, c'est eux qui se déploient, alors qu'en fait, c'est nous qui sommes au fond vraiment très fortes et intelligentes. Et... Je sais pas. Non, je sais pas non plus. J'étais un peu... J'attendais en fait, en lisant le livre, qu'elle apporte de la lumière sur ce propos. Mais voilà. Mais on en a causé avant, j'avais dit autre chose là-dessus. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ouais. Mais voilà, après, c'est... Enfin voilà, 1967. 1967, ouais, justement. Donc c'est ce qu'on disait, hein, publié en 1967, mais il reste quand même très actuel. Ouais. Et c'est aussi là qu'on voit la qualité d'un grand texte quand même, parce qu'il a été écrit à 55 ans et... alors pas tout, mais il pourrait avoir été écrit hier et il soulève des problématiques très actuelles. Mais comme on l'a dit, il faut quand même relever que c'était comme ça. Il y a plusieurs propos homophobes, transphobes, aussi putophobes et que ça c'est pas tolérable et on n'est pas d'accord avec ça. Ouais, tout à fait. Et là c'est une ancienne version. Là maintenant il a été réédité avec une postface de Lorraine Bastide qui est bien mieux que celui-là parce que là c'est avec Michel Houellebecq. Super. Le pire misogyne de la Terre. J'allais dire, mais quelle pertinence de demander à Michel Houellebecq de postfacer un bouquin comme ça. Vraiment. Ouais. Non, mais c'est vraiment, pour moi, c'était vraiment, ok, on laisse une meuf parler méga violente, mais après, on finit quand même sur je sais pas quel dernier mot. Ouais. Oui, bien sûr. C'est pour ça que c'est une postface, c'est pas une préface. Hein. C'est ça, ouais, exactement. Donc vraiment, la nouvelle version, elle est hyper jolie, elle est bleue, elle est toute petite, postfacée par Lorraine Bastide, et puis il coûte 6 ou 7 francs, donc... ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Voilà. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli chez toi avec ton petit sapin et ta jolie vue. Avec plaisir. Et puis, écoute, merci d'avoir lu ce livre qui était une souffrance. Avec plaisir. Écoute, je vais pas te le dire. J'alternais. Je suis en train de lire Sorcière de Mona Chollet, donc j'alternais un petit peu. Ouais. Mais, non, mais à part ça, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi intéressant, je trouve, de voir que on peut avoir les mêmes idées sur plein de trucs et pas être d'accord sur tout. Exactement. Ouais. Et c'est aussi ça le féminisme. C'est avoir des avis différents sur plein de sujets. Alors au mois prochain. Ouais, alors au mois prochain. Bye bye. Bye bye.